Non, non, tu travailles avec ça et puis après... Je le donne. Non, non, c'est bon, tu commences. Oh, ça fonctionne. Quand tu le touches, c'est marché. J'attends le président pour démarrer. J'attends le président pour démarrer. Bonsoir à tous. On vous demande de vous installer. Donc, merci infiniment pour cette invitation à cette session. Donc, je m'appelle Naïm Ouldali, je suis pédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris. Et donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'être présent sur cette session. On va parler donc des vaccins hexavalents en pédiatrie, bénéfices et actualités, avec le professeur Mohamed Bouskraoui, que vous connaissez tous, donc président de la SOMIPEV et doyen de la faculté de Marrakech. Je suis plus doyen. Ex-doyen de médecine. Tu as un doyen à côté de toi. Un autre doyen. Donc bienvenue à tous, installez-vous et on va pouvoir commencer. Donc, avec nous aussi, professeur Naïm Al-Hafidi pour modération, professeur, pédiatre, pneumopédiatre. Et donc, sans tarder, on vous donne la parole. Merci beaucoup, chers amis. Nous avons, en tant que Société marocaine de maladies infectieuses pédiatriques et de vaccinologie, nous avons bien proposé un calendrier vaccinal harmonisé entre public et privé, mais comme vous le constatez, déjà, il est trop surchargé. Vous savez, il faut laisser la place pour de nouveaux vaccins. Il y aura de nouveaux vaccins, puisque il y aura un problème au niveau de la chaîne de froid, d'accord? Il y a le volume croissant à vacciner par enfant. Il y aura le nombre de doses qui va augmenter. Et il y aura aussi, désolé, ça ne marche pas parce que c'est un écran laser. Et puis, il y aura un problème de volume de stockage. D'accord? Donc, l'introduction de nouveaux vaccins va nous obliger à alléger nos calendriers vaccinaux. Comment donc simplifier nos calendriers vaccinaux? Est-ce qu'il faut co-administrer des vaccins? Est-ce qu'il faut réduire ce qui est gêne occasionné par les injections multiples? Être flexible dans nos calendriers? Supprimer des vaccins et donner la propriété à certains d'autres, mais c'est l'épidémiologie qui va tout dicter. Supprimer des visites. Oui, il faut diminuer les rendez-vous pour les mamans, il ne faut pas trop les faire fatiguer. Nouvelles méthodes d'administration de vaccins, notamment nasales ou autres. Et surtout, ce qui paraît plus logique, c'est l'utilisation de vaccins combinés. Alors, les combinaisons vaccinales paraissent une vraie nécessité. Parce que pour le vaccin, ça réduit le nombre d'injections. Vous voyez que c'est plus les parents parfois qui ont mal que leur bébé. La valeur, qu'est-ce que je dois faire? Ah, ça c'est le truc, c'est difficile. Elle avance aussi. Et là, elle fait avancer. Voilà. Hop, sinon, j'aurais difficulté à saisir trois choses à la fois. Je ne suis pas aussi intelligent pour le faire. Valeur de santé publique, il faut, comme je viens de le dire, d'accord, un calendrier de vaccination simplifié, il faut une meilleure observance et ça permet d'introduire de nouveaux antigènes. Pour le personnel médical, ça permet de réduire le nombre d'injections, un gain de temps et moins d'erreurs programmatiques, d'accord, lorsqu'on vaccine. Et puis enfin, ça permet une valeur ajoutée sur le plan économie de santé, puis ça va être plus rentable, moins d'interventions médicales. Voilà les atouts qu'on donne pour la nécessité, pour un peu appuyer le cheminement vers des combinaisons vaccinales plus efficaces. C'est sûr que les vaccins combinés, je donne l'exemple d'Exa, c'est vraiment un grand progrès en vaccinologie. Et puis, les DTP, les vaccins combinés, ça ne date pas d'aujourd'hui ou de quelques années. Rappelez-vous, DTP qui était le pilier d'un certain nombre de programmes de vaccination
à travers le monde. Regardez, il y en a beaucoup, hein, les vaccins, je peux donner un tas d'exemples. Souvenez-vous que j'ai envoyé il y a quelques semaines un questionnaire pour un petit peu sonder l'avis des collègues sur les vaccins combinés et les vaccins hexavalents. Regardez que j'ai posé la question, êtes-vous familier avec la vaccination hexavalente? Donc vous avez presque un quart qui ne connaissent pas les vaccins hexavalents. Je leur posé la question, combien de nourrissons sont vaccinés avec un vaccin pédiatrique hexavalent dans votre cabinet ou votre pratique par mois en moyenne? Il y a 40% à peu près qui disent qu'ils vaccinent au moins 10 fois par un vaccin hexavalent par mois. D'accord? Et l'autre question, quels sont les antigènes inclus dans la vaccination hexavalente? Malheureusement, quelques collègues ont répondu que le méningo-rubéole est aussi inclus dans le vaccin hexavalent, ce qui est totalement faux. D'accord? La diminution de poids des maladies évitables par la vaccination hexa, c'est la pierre angulaire des programmes de vaccination, c'est l'avenir. Il faut vraiment bien investir dans les vaccins hexavalents. Souvenez-vous de la diphtérie, avec le risque d'asphyxie, d'accord, elle était mortelle. Souvenez-vous des méningites, d'accord, des méningites à hémophilus, par exemple. Souvenez-vous de l'hépatite B, avec le carcinome hépatique, de la polio. Moi, j'ai vu ça lorsque j'étais tout petit. Heureusement qu'on ne voit plus ça au Maroc grâce à la vaccination. Le tétanos et la coqueluche. Alors, l'OMS, elle déclare que plus de 10 puissance 6 de décès chaque année, ils sont dus à 4 maladies qui devraient être prévenues par le vaccin hexavalent. L'hépatite B, l'hémophilus, la coqueluche et le tétanos. 2 vaccins hexavalents existent au Maroc, 2 sociétés qui les font et qui sont un peu différents par les quelques antigènes, la composition de certains antigènes, comme par exemple pour l'hépatite B ou pour l'hémophilus, d'accord? Et voilà, vous en avez 2, d'accord, ce que j'ai montré. Et la question que j'ai posée, encore une fois, à quel âge est-il recommandé de commencer la vaccination hexavalente? Regardez, la majorité, ils ont répondu 2 mois. Mais pourquoi? Ils n'ont pas raison. On est habitué à vacciner, à convoquer les malades à 2 mois. La tendance actuelle, c'est qu'il faut mentionner dans le calendrier pour commencer la primo-vaccination, lorsque vous voyez un bébé à la naissance, de dire 6 à 8 semaines, au mieux à partir de 6 semaines. Si vous dites 2 mois, il reste de venir à 3 mois. On a déjà 2 pathologies. La coqueluche, si elle survient avant de démarrer la vaccination, c'est la catastrophe. L'hémophilus, la méningite à hémophilus, il y a notre collègue de Casablanca qui a présenté un cas horrible avec l'hydrocéphalie tétraventriculaire active et on va avoir un enfant handicapé à la fin, même si on le dérive à temps, etc. Et retenez, un retard de vaccination est plus grave qu'un échec vaccinal. Je m'explique. Si l'enfant, avant de démarrer, il vous fait une coqueluche maligne, une coqueluche sévère, s'il vous fait une méningite à hémophilus ou autre, c'est la catastrophe. Donc retenez 1 mois et demi. La tendance actuelle, c'est de ne pas dire 2 mois, dire 1 mois et demi, c'est très important. Situation particulière, je passe très rapidement. Les nouveau-nés de mère HBS positifs, bien sûr, il y a le monovalent qu'on va donner à la naissance avec les immunoglobulines. Les enfants prématurés, moins de 2 kg, il faut rajouter une autre dose, une dose supplémentaire. Et puis les examens, vous voyez, si vous allez regarder l'AMM, on va vous dire pas au-delà de 5 ans, mais dans le cas de l'Infovac, qu'il soit Maroc, France ou Suisse, on s'est dit qu'on peut aller au-delà, jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, pas de souci. D'accord? En dehors de l'AMM. Une autre question que nous avons posée, est-ce que le vaccin hexa est administré par quelle voie? Intramusculaire, sous-cutanée, intradermique? Donc, la majorité ont raison.
Malheureusement, il y a quelqu'un qui a parlé d'intradermique. Retenez que seul le BCG qui devrait être donné, d'accord, strictement intradermique. Voilà, l'intramusculaire, ça va de soi, c'est une question facile. À quel intervalle sont administrées les doses de la vaccination? 2, 4, 6 mois, 2, 4, 6, 12, 2, 6, 12, 2, 4, 6, 18. En fait, j'ai dit le message aujourd'hui, c'est commencer 1 mois et demi. Ben, bien sûr, il faut un rappel. Beaucoup de gens, regardez, presque un tiers, ils ont oublié le rappel. D'accord? Voilà, donc première dose, 6 semaines, deuxième dose, 10 semaines, troisième dose, 14 semaines, et puis le rappel entre 12 et 23 mois. Alors, une autre question que nous avons posée, quels sont les facteurs qui influencent votre décision de recommander la vaccination hexavalente acellulaire? Est-ce que parce qu'il est moins réactogène? Est-ce que parce qu'il est efficace, disponible? Est-ce que c'est les parents qui ont préféré ce vaccin? Ou c'est le choix de vous en tant que médecin soignant? Alors, vous avez vu les réponses. Les gens cherchent plus l'efficacité et moins de réactogénicité. C'est logique. Je pense que les vaccins combinés, notamment les hexas, leur intérêt, bien sûr, est très important par rapport à donner des vaccins séparés. C'est vrai, vous ne savez pas trop que la vaccination hexavalente, les vaccins hexa, sont très difficiles à fabriquer. Il faut avoir une idée, il faut lire un petit peu comment fabriquer un vaccin. Le processus est très difficile, ça prend plus de temps. Et vous savez que tout vaccin, le temps, il y a presque 70% de temps, ça passe au niveau du contrôle. Contrôle au niveau de laboratoire, à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, etc. Et dans le vaccin hexa qui protège contre ces maladies, vous avez un vaccin, mais 9 antigènes, 50 étapes de fabrication, 223 méthodes analytiques et 1277 tests individuels qui se font pour avoir ce vaccin hexavalent. Mais leurs avantages, bien sûr, il est très important. Ça augmente la couverture vaccinale avec 3 exemples très évidents. 1. En Allemagne, 5 ans après l'introduction de l'hexa, la couverture vaccinale est passée de 46% à 93% par exemple. Je pourrais donner l'exemple, l'Australie, ça reste toujours un très très bon modèle de vaccination. Après 1 an, il est passé de 82% à 95% et on peut citer un tas d'exemples. C'est vrai, au début, lorsque nous avons introduit les vaccins hexa, beaucoup de gens ils ont parlé, est-ce que c'est la même immunogénicité, si rappelez-vous l'histoire de l'hémophilus, le taux bas des anticorps, etc. Le problème de la réactogénicité, mais après, les vaccins hexa sont moins réactogènes et sont aussi immunogènes que les vaccins monovalents. Voilà. Alors, il faut donc pour réussir cette vaccination hexavalente combinée, il faut normalement faciliter le développement des besoins urgents en vaccins combinés à travers le monde. Vous savez, il y a de plus en plus de ruptures de vaccins. D'accord? Au Maroc, on a vécu aussi certaines ruptures. D'accord? Et c'est très important d'assurer le besoin. L'interchangeabilité entre les vaccins hexavalents, notamment en cas de rupture, on peut passer facilement à l'un comme on passait à l'autre. En cas de rupture du vaccin hexavalent A, on peut passer au vaccin hexavalent B. Ça ne pose aucun problème. Alors, commençons. Je vais vous donner 3 exemples. J'espère que le temps va me suffire. Coqueluche, méningite hémophilus, polio et hépatite B. D'accord? Je passerai sur la diphtérie tétanos. Coqueluche. Vous savez que la coqueluche n'est pas toujours facile à diagnostiquer. Même chez les tout petits, il y a les co-infections VRS, d'accord, Bordetella, coqueluche, etc. Grâce à la PCR, on a compris un certain nombre de choses. Les cas des ados et des adultes, ben, il dit, moi je tousse, oui, ça traîne, je ne consulte pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je confirme. Et donc, on n'a pas une bonne épidémiologie chez nous, chez les adultes qui toussent et ça traîne. D'accord? Et puis, c'est une maladie qui est souvent considérée comme pédiatrique. On disait depuis très longtemps que la ouaya, la coqueluche, ne touche que les enfants.
Ça ne peut pas toucher les adultes. Et puis, la gravité sous-estimée chez l'adulte, notamment c'est le sujet âgé et chez les femmes enceintes, ça explique un certain nombre de programmes. Il y aura un webinaire lundi soir, on va en discuter. Je n'aurai pas le temps de tout discuter sur la coqueluche. Bordé Django, vous savez qu'ils sont un seb. D'accord. Au lieu ils vont discuter d'autres choses, ils travaillent sur le bord de tella. D'accord, vous rentrez au laboratoire et vous travaillez au laboratoire. Ils ont passé 4 ans, 5 ans ensemble pour réussir la culture de Bordetella pertussis. Ce n'était pas évident. Et j'ai posé la question, quel type de vaccin est utilisé pour la prévention de la coqueluche dans la vaccination EXA? D'accord? Quel type de vaccin? Il y a quand même 10% qui disent qu'il y a un vaccin anti. D'accord? Et l'évolution des vaccins, bien sûr, ça a démarré en 1957, un vaccin trivalent, ça évolue, et après, on a vu les vaccins acellulaires. Ma question, le vaccin cellulaire contre la coqueluche contient principalement des bactéries mortes inactivées, des toxines inactivées, des antigènes purifiés, des protéines bactériennes vivantes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent encore presque un quart qu'il y a des bactéries. C'est totalement fou. Vous savez que vous avez à gauche, c'est le vaccin entier, d'accord? Et vous avez à droite le vaccin cellulaire qu'on a fabriqué à partir d'un certain nombre de substances et qui a été vraiment purifié. Alors que la fabrication de vaccins entiers très aléatoires, ça vous explique qu'il y a des bons vaccins entiers et qu'il y a aussi des mauvais vaccins entiers. L'autre question, l'immunité induite par le vaccin EXA est principalement de type humoral, cellulaire, passive, locale. Regardez, les 3 quarts, ils ont dit humoral. Mais en fait, pour vous aider à comprendre, lorsque les cellules helper interagissent avec la cellule dendritique présentatrice de l'antigène, il y aura une polarisation des lymphocytes, en fait, et c'est l'axe TH1, TH17 qui va intéresser le vaccin entier et l'infection authentique coqueluche. Et TH2, à travers l'interleukine 6, il va intéresser le vaccin acellulaire. C'est très important. Et donc, sur le plan immunité, les deux vaccins n'interagissent pas par la même voie. D'accord? Quelle est là où la différence entre un vaccin acellulaire et un vaccin entier contre la coqueluche? Est-ce que le mécanisme de réponse est militaire? Nous venons d'en discuter. Est-ce que la réactogénicité? Est-ce que c'est le mode de fabrication? Je pense que le mode de fabrication, nous avons parlé. C'est un vaccin, c'est un processus trop lent, difficile. L'immunité, je viens de parler, TH2, c'est pour la cellulaire, et TH1, TH17, c'est pour l'entier ou l'infection. Et il reste la réactogénicité. Eh bien sûr, les deux vaccins, ils diffèrent au niveau de la reproductibilité. J'ai dit que le vaccin acellulaire, on peut le reproduire, d'accord, mais le vaccin entier, c'est très aléatoire. On peut avoir un bon vaccin comme on peut avoir un mauvais vaccin. Et bien sûr, le vaccin entier reste très réactogène. La durée de protection, ce n'est pas toujours évident. Et l'utilisation pour les rappels, après 7 ans, c'est le vaccin acellulaire, mais à petite dose. Alors que le vaccin entier, on ne peut pas l'utiliser au-delà de 7 ans. L'autre question, quel est l'effet secondaire le plus fréquent du vaccin cellulaire contre la coqueluche? Douleur aussi de l'injection, les convulsions, la fièvre élevée, la réaction allergique sévère. D'accord? Donc finalement, c'est plus la douleur avec les vaccins cellulaires au point de l'injection. Regardez, les vaccins entiers restent toujours plus réactogènes que les vaccins acellulaires. D'accord? Bon, je passe, c'est un travail dans le même sens. Concernant, quelle est la durée? Alors, concernant l'immunité conférée par la vaccination EXA, quelle est la durée approximative de la protection contre la coqueluche? D'accord? Est-ce que 5 à 10 ans? Est-ce que 11 à 14 ans? Est-ce que 15 à 20 ans? Est-ce que c'est à vie? Heureusement, les 3 quarts,
et ils ont répondu correctement. En fait, avant, on disait que la coqueluche donne une immunité à vie. Et après, on s'est bien rendu compte que cette immunité va s'estomper dans le temps. Et en moyenne, 8 à 10 ans, comme vous le constatez sur ce travail. Alors là, je ne vais pas aller trop sur cette notion. Ça, c'est le Bordetella. Vous avez, dans le vaccin cellulaire, vous avez une substance essentielle, c'est la pertactine. C'est elle qui va assurer essentiellement l'immunogénicité qui va distinguer un vaccin de l'autre. Et maintenant, nous sommes en train, peut-être on discutera de ça dans le webinaire de lundi soir, c'est que les vaccins contre la coqueluche, y compris les cellulaires, ils sont en train d'augmenter la pression sur Bordetella pertussis. Ils vont diminuer la virulence ciblée par le vaccin et il y aura ce qu'on appelle des Bordetella pertussis qui vont perdre cette fameuse péritactine dont j'ai parlé. Résultat sur le plan pratique, je ne rentre pas dans les détails de l'article, je n'ai pas le temps, c'est que les vaccins cellulaires protègent contre la maladie. Mais elles ne préviennent pas la colonisation et la transmission. Il faut bien comprendre cette notion-là. Hein. On vaccine et pourtant il y a la coqueluche. D'accord ? Voilà ce que j'ai voulu dire pour la coqueluche. L'hépatite B, très rapidement, je pense que l'étude de Taïwan sur 30 ans a bien montré qu'elle abaisse le carcinome hépatique et que l'hépatite B, il engendre un certain nombre de décès. Hein. C'est numéro 2 après la rougeole. Et aujourd'hui, on va en discuter essentiellement la vaccination de bébés. Vous savez, chez la mère porteuse d'HBS, le bébé devrait avoir une dose à la naissance avec les immunoglobulines et on ne devrait pas nous calquer sur les Français. Dans le schéma de santé publique que nous avons, il ne faut pas faire un contrôle sérologique, d'accord, obligatoire. Et puis donner 3 ou 4 doses, ça ne pose aucun souci. D'accord ? La protection contre l'hépatite B avec l'utilisation complète de la vaccination est durable et il est partiel. Je ne sais pas ce que autrement dit, est-ce qu'il faut un rappel après. Eh bien les amis, regardez, si on fait une primo-vaccination, tac, 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 et un booster, au fil de temps, on a l'impression que la protection, le niveau de protection, ça peut baisser, mais si vous rentrez en contact avec un porteur d'HBS ou de l'hépatite B, la réponse, les cellules mémoire vont travailler et ça va être relancé. Le rappel, il faut le réserver pour les drogués, les hémodialysés, etc., des terrains très, très particuliers. D'accord ? Et ça a été bien comparé au pentavalent. La réponse est kiff-kiff, sinon plus que le pentavalent. Je passe à l'hémophilus. Tout à l'heure, il y a notre collègue de Casablanca, il a présenté l'hémophilus, une observation très intéressante pour nous, mais pas pour le malade. Vous avez des germes non capsulés et vous avez déjà des hémophilus capsulés. Les hémophilus non capsulés vont donner plus les otites, les infections respiratoires, etc. Et les capsulés, vous avez des capsulés de A, B, C, D, E, F. Et on n'a que le vaccin contre le petit b. C'est pourquoi on parle des vaccins, déjà des hémophilus capsulés, non capsulés, et le vaccin qui existe est orienté contre le petit b et qui va donner la méningite et les bactérimies. Avant la vaccination, le pouvoir bactéricide, dès 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, une fois qu'il baisse, les méningites vont survenir. Moi, j'ai vécu avec d'autres collègues ici, à mon âge, ou plus âgés que moi, la gravité des méningites à hémophilus. D'accord, il survient chez les tout petits et sont redoutables. Regardez, la vaccination, grâce à la vaccination, le taux des décès a vraiment baissé. D'accord, c'est vraiment une grande victoire. Et même les vaccins hexavalents, à travers certaines expériences, ils ont bien diminué de manière drastique les méningites, les infections invasives à hémophilus. Et au Maroc, avec l'Observatoire des méningites, regardez en vert les hémophilus, d'accord,
qu'on a. Regarde, Nanaïm, c'est que on avait, dans le service où je travaille, et je remercie le professeur Nabila Sora, notre microbiologiste qui fait un excellent travail, il a introduit la PCR là. C'est pourquoi tu vois qu'il y a une augmentation des cas. D'accord? Ça augmente. Malheureusement, je n'ai pas actualisé jusqu'à 2025, j'étais pris par le temps. Il y a 8 cas au-delà de 24 mois. D'accord? 8 cas. Et la PCR nous a permis, à Marrakech, la PCR, elle est habituelle. Maintenant, ça ne pose aucun souci. D'accord? Regardez la PCR qui a permis d'améliorer le diagnostic parce qu'il y a beaucoup de méningites décapitées. D'accord? Et des cultures qui ne peuvent exactement, tout à fait. Et l'hémophilus petit B, quand même, on a le 1/3. Ben, pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes en train de... On n'a pas appris beaucoup de choses d'expérience anglaise. Les Anglais, ils sont très bien sur le plan santé publique, mais parfois, ils veulent trop économiser. Lorsqu'ils ont instauré la vaccination anti-hémophilus, ils disent, voilà, on ne va pas faire du rappel. Or, le rappel, dans les vaccins conjugués, très important. Très important, ça diminue le portage. D'accord, c'est très important. N'oubliez pas ça. Très important, il ne faut pas économiser le portage, le booster. Et puis, après quelques années, une petite augmentation, et ils ont introduit le rappel, et tout est rentré dans l'ordre. D'accord? Je termine très rapidement avec la polio. D'accord? La polio, ben là, c'est la grande victoire de la vaccination. Et la polio aussi, il faut la comprendre. Il ne suffit pas de ne pas avoir de polio dans son pays. Il faut que dans la région, il ne faut pas avoir de polio pour dire qu'on n'a pas de souci. Mais bien sûr, regardez Niger, Afghanistan, Pakistan, et surtout Niger avec la catastrophe des Boko Haram. Tu connais Boko Haram, Naïm? Ah, bah oui, c'est un vrai problème. Hein. Ils ont fait douter dans la vaccination. D'accord? Oui. Alors, essayons de comprendre ensemble la stimulation de l'immunité par les vaccins polio. Au niveau de l'immunité mucosale, lorsqu'on donne le polio oral, ça permet de donner des anticorps et cellules immunitaires au niveau de l'oropharynx, mais aussi au niveau de l'intestin. Au niveau de l'oropharynx, ça limite la transmission oro-fécale. Au niveau intestinal, la transmission féco-orale. Mais l'immunité humorale, si on donne un vaccin injectable, les anticorps vont être que dans le sang. Et ça va protéger contre la paralysie. Les anticorps vont éviter que le virus va aller vers la corne antérieure et donner donc la paralysie, flasque aiguë. D'accord? Et donc, pour récapituler, lorsqu'on donne un vaccin inactivé, il va donner des anticorps, une immunité humorale, mais il ne va pas empêcher le polio sauvage dans l'intestin. Alors que le polio oral va en même temps donner des anticorps de l'immunité humorale, mais aussi de l'immunité mucosale. D'accord? Et les deux vaccins, oral et injectable, ont des avantages importants, mais distincts. D'accord? Rassurez-vous, je ne vais pas lire ça. Ces deux vaccins, ils ont des forces et ils ont des faiblesses. Mais le grand souci, nous l'avons avec le polio oral. C'est quoi? C'est un risque de paralysie vaccinale. Il y a un risque aussi d'émergence qu'on appelle le polio circulant dérivé d'une suce vaccinale. Autrement dit, c'est que le polio oral, ça reste un vaccin de l'éradication. D'accord? Un vaccin de l'éradication. Et c'est sûr que ce polio oral nous a rendu d'énormes services. Et il a permis de protéger 2,5 milliards d'enfants contre la polio au cours des dernières années. Bien que cela soit très rare, le polio oral peut entraîner des problèmes. C'est la polio post-vaccinale et puis les souches qui peuvent muter et se disséminer et qui fait la gravité, d'accord,
des effets secondaires de polio oral. Autrement dit, pour simplifier, le polio oral avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un type 1, un type 2, un type 3. Mais il n'y avait pas d'immunité croisée entre ces 3 polios. OK? Et après, le polio, on a peu faire disparaître le type 2. C'est pourquoi l'OMS est passé à un vaccin bivalent qui ne contient pas le type 2. Et c'est un vaccin d'éradication qui est en train d'aider à éradiquer la polio. Autrement dit, maintenant, l'OMS, il fait plusieurs positions. Dans notre pays, le Maroc, par exemple, il faut qu'on reste sur le polio oral. C'est très important, je vais vous expliquer à l'âge. Et on peut introduire au moins 2 injections EPV. Au moins. Je parle du système santé publique, mais c'est-à-dire l'intérêt du vaccin hexavalent. Ça va un peu vous soulager dans tout ça. Regardez, quand on donne 2 vaccins polio ou oral ou 2 vaccins polio injectables, si on booste avec le polio injectable, ça va augmenter l'immunité mucosale au niveau de l'oropharynx, au niveau de l'intestin, mais aussi, ça va aussi favoriser l'augmentation de l'immunité humorale, bien sûr, mais surtout aussi l'immunité mucosale. Ça a été bien démontré. Quoi qu'il est faible en primo-vaccination, mais en booster, à côté de l'immunité humorale qu'il traîne le polio injectable, il stimule l'immunité mucosale et c'est très important dans les programmes de l'éradication de la polio. Donc, pour résumer, le polio injectable va réduire les risques, va interrompre la transmission en cas de flambée et va accélérer l'éradication. J'ai terminé. Les Américains, au début, ils avaient le polio oral, mais ils sont passés à des schémas séquentiels et après, maintenant, ils sont uniquement avec des schémas injectables. Je passe pas de coût, efficacité, je pense le coût, tout ça. Donc, est-ce que vous recommandez systématiquement la vaccination hexavalente à cellules dans vos pratiques? Eh bien, presque 82%, ils ont dit oui. Et là, je vous laisse sur ce schéma qui synthétise les bénéfices chez l'enfant, chez les parents, chez les professionnels de santé, en matière de santé publique, les grands avantages des vaccins combinés et en particulier les vaccins hexavalents. Vous aurez sur les stands, j'ai ramené des calendriers de la SOMIPEV qu'on a travaillé ensemble. Et puis, et puis, bien sûr, vous savez, je risque un peu d'irriter notre président qui est là. Le meilleur congrès, c'est la SOMIPEV, bien sûr. Merci. Merci. Merci, professeur Bouskraoui, pour cette excellente présentation. On ouvre la discussion. Je cède la parole, professeur Naïma. En attendant d'avoir les réflexions de la salle, merci beaucoup, professeur Bouskraoui, pour cette belle conférence qu'on a l'habitude d'avoir de votre part. Ma question, est-ce qu'avec l'hexavalent, on n'aura pas un problème avec le polio importé, comme vous l'avez bien expliqué tout autour? Si on n'assure pas une immunité régionale, c'est difficile d'être exempt d'avoir la certification, d'être exempt de la polio. Qu'on court depuis 2000, depuis les années 2000. Ça fait 25 ans quand même qu'on essaie d'avoir ces certificats. Mais comme tu le sais très bien, c'est une question très pertinente que tu poses, Naïma. Le Covid, il a gêné beaucoup de programmes. D'accord? Mais je pense que si on introduit l'hexavalent avec le polio oral de la naissance et tout ça, je pense qu'on aura un très bon programme, Inch'Allah. Je comprends ton inquiétude, mais d'ailleurs, c'est ça. Lorsque tu te donnes de polio oral, il va donner de l'immunité mucosale et de l'immunité humorale aussi, les deux. Si tu boostes avec l'injectable, tu vas renforcer l'immunité humorale, mais aussi paradoxalement mucosale. Et donc, c'est un très bon schéma pour sauvegarder l'intégrité de notre pays contre la polio. Très bonne question. Des questions?
Madame Shkran. Micro pour Madame Shkran. C'est juste par rapport à un commentaire par rapport à l'hépatite B. Vous avez dit qu'il faut vacciner contre l'hépatite B et pour les mères antigènes HBs positifs, il faut vacciner le plus tôt possible. En fait, maintenant, il y a un programme de lutte contre les hépatites B et C dans le ministère de la Madame Santé. Shkran, c'est notre référente en matière de prise en charge de VIH. VIH, hépatite B. Là, d'abord, dans la SOMIPEV. Oui. Ouais. Non, mais parce que j'ai rédigé un document sur la prévention de transmission mère-enfant de l'hépatite B. Et là, puisqu'il y a beaucoup de gens ici qui font le privé et le public, pour éviter la transmission hépatite B, il faut vacciner contre l'hépatite B dans les 12 heures. Bien la sûr. plupart des mamans, on n'a pas leur sérologie. Ouais. Et ce sont des jeunes mamans qui n'ont Tout à pas fait. bénéficié Tout à fait. de la vaccination contre l'hépatite B. Donc, on ne connaît pas leur statut, Ouais. ils ne sont pas vaccinés. Ouais. Et l'enfant, il risque l'hépatite B, il risque le cancer. Et donc, il faut promouvoir la vaccination. Et c'est un vaccin qui est monovalent, pédiatrique, qu'il faut donner dans les 12 heures de vie. Je te remercie, Soumia, Non, c'est d'avoir très insisté. important. Non, je te remercie beaucoup d'insister sur cet aspect de santé publique. Dans le pays, dans les pays en voie de développement, l'OMS a insisté beaucoup sur cette notion que beaucoup de grossesses ne sont pas suivies ou ne sont pas bilantées. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par le suivi. Est-ce que juste bonjour docteur, ou là vraiment on a pris tout ce qu'il faut prendre, on a fait la sérologie, on a fait ADA, etc. Et je suis tout à fait d'accord que ce programme devrait normalement survivre. Et ce programme connaît des difficultés au Maroc. Parce que dans les maternités, beaucoup de maternités, sauf quelques, je ne vais pas donner les villes et tout ça par respect aux collègues, certaines villes n'ont pas collaboré. Tu vois, un gynécologue, et il fait une césarienne, la sage-femme, c'est pas ce qu'il fait, ils ne sont pas capables de faire une injection. Et c'est poser le problème de la chaîne de froid, ça, c'est pas un vrai problème. Un petit réfrigérateur ou là, quelque chose comme ça, alors, oui. Donc, je suis d'accord avec toi que dans un programme de santé publique au Maroc, il faut encourager la vaccination de la femme de nouveau-nés, d'accord, contre l'hépatite B dès la naissance. S'il est HBs positif, c'est l'extrême urgence avec les immunoglobulines. Ils sont disponibles au Maroc. Les immunoglobulines sont disponibles au Maroc. L'hépatite B. Hein? Alors, notre président, il veut réagir. Le président d'IANA, je ne dis pas. Non, on ne parle pas. Attends. Non, attendez. Il y a deux choses. Les spécifiques et les polyvalentes. Il faut qu'on parle. Est-ce qu'on parle de la même chose ou non? Ah? Oui, c'est ce que dit Hassan, oui. Ah? Tout à fait. Ça existe, ça se vend, mais attends, mais ce n'est pas disponible en santé publique. Qu'on soit d'accord. Il faut l'acheter, il faut que les parents l'achètent. Il faut que les parents soient capables de l'acheter. D'accord? Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, voilà. Merci, professeur Bouskraoui, pour cette belle présentation. Je suis tout à fait convaincu de tout ce que tu as défendu, les vaccins hexavalents, surtout concernant le vaccin anti-polio injectable, c'est-à-dire inactivé. Surtout que le vaccin vivant atténué qui est donné par voie orale et peut être très dangereux pour les enfants qui ont un déficit immunitaire. Et donc là, c'est des choses importantes à considérer pour
dans les familles pour lesquelles on n'a pas pu faire un diagnostic précoce. Mais quand on a un enfant qui a un déficit immunitaire, c'est vraiment sérieux. Même si le vaccin est atténué, il peut provoquer des signes de paralysie. Merci. Merci, professeur Bosfeha. Je tiens à remercier professeur Bouskraoui pour cette belle présentation, une très belle discussion. On est pris par le temps. On tient aussi à remercier le laboratoire Sanofi qui nous ont donné l'occasion de discuter des vaccins hexavalents. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine alors, tout de suite. La pause café, voilà. Pour bien préciser, cette fois-ci, c'est la bonne. La pause café.